Déplacement et logement, voilà les deux grandes thématiques au menu du Conseil métropolitain qui se tenait ce lundi. Nick Ressman. Un conseil métropolitain plutôt consensuel, sans envolée lyrique. Le vœu sur l'ouverture des commerces le dimanche a été voté à l'unanimité, tout comme les orientations stratégiques de la conférence intercommunale du logement. D'avoir un vote à l'unanimité, oui, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est qu'une première étape. Maintenant, justement, on va traiter les questions d'attribution de logements sociaux au niveau de l'agglomération. Autre grand dossier sur la table, le PDU, le plan de déplacement urbain qui définit les grandes orientations 2018-2027. Ce programme d'action sert à faciliter à la fois la circulation des personnes et des marchandises, le stationnement. L'opposition n'a pas voté contre, mais se réserve quelques interrogations. Des interrogations que nous avons sur l'emplacement du futur CHU sur les îles de Nantes, puisque nous considérons que ça risque de poser de grosses difficultés d'accès. Des accès facilités justement à la Neustrie et la porte de Vertou. Souvent complets, les parkings relais seront dotés de parkings à étages, offrant 500 places supplémentaires chacun. Et aussi du changement côté Biclou. La métropole veut profiter de la fin du contrat avec Deco pour revoir l'ensemble de l'offre de location de vélos, courte et longue durée. La délibération que nous venons de prendre ce matin vise à la fois à unifier et à amplifier nos services vélos, qu'il s'agisse de la courte durée comme on connaît aujourd'hui avec le Biclou, et la moyenne et la longue durée que nous voulons pouvoir diffuser sur l'ensemble des 24 communes. La métropole va à la recherche d'un opérateur unique pour tous les services vélos. Le nom Biclou, propriété de Nantes Métropole, devrait rester. À Saint-Brévin, les opposants à l'arrivée prochaine de réfugiés sur la commune se sont à nouveau mobilisés samedi. Ils réclament qu'un référendum local soit organisé. Dans le même temps, d'autres habitants s'organisent pour accueillir les migrants dans les meilleures conditions. On a déjà un tas de propositions de bonne volonté pour aider les migrants. Quand je dis bonne volonté, ça peut aller du don de vêtements, du don de nourriture, ça peut être aussi des propositions d'alphabétisation, d'aide à l'alphabétisation, des choses comme ça, des propositions d'aide aux loisirs aussi, parce qu'effectivement, ces gens-là vont, dans un premier temps, ne pas être vraiment occupés. Donc, effectivement, à nous aussi de proposer, alors évidemment, des gens comme nous qui sommes à la retraite, évidemment, on a du temps pour ça et on le fera. Et ces Brévinois atterrés organisent eux aussi un rassemblement samedi prochain à Saint-Brévin. Ségolène Royal a toujours été opposée au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et elle ne rate pas une occasion de le faire savoir. En début de semaine dernière, c'est sur le plateau d'ITélé que la ministre de l'Environnement disait son opposition au projet et dénonçait le manque de démocratie de la consultation organisée en juin. Contredite dans la foulée par Manuel Valls qui rappelait mardi que l'évacuation de la ZAD était bel et bien programmée pour cet automne, Ségolène Royal n'en est pas restée là. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l'ex-présidente de la région Poitou-Charentes le redit, il faut arrêter les frais. Pour elle, le projet est inadapté et mal engagé. Ségolène Royal qui dit comprendre que les élus locaux ne veulent pas perdre la face dans ce dossier, mais qui est persuadée que si l'on arrête les frais, l'évacuation de la ZAD se fera pacifiquement. Un message qui a bien du mal à passer parmi les élus locaux favorables au projet. Ségolène Royal fait preuve du plus grand mépris pour le suffrage universel, pour les électeurs de Loire-Atlantique qui ont voté pour le projet de Notre-Dame-des-Landes lors du référendum. Elle fait preuve du plus grand mépris pour les arbitrages internes au gouvernement. Donc moi, la question que je pose, c'est y a-t-il encore un président de la République capable de faire respecter le suffrage universel et de faire respecter les positions de son gouvernement ? De son côté, Bruno Retailleau, président du syndicat mixte de l'aéroport, a réagi sur Twitter affirmant que s'il y avait des violences à Notre-Dame-des-Landes, Ségolène Royal en porterait une grande responsabilité. Le HBC Nantes réussit décidément un début de saison impressionnant et l'a encore prouvé hier sur le terrain des Danois d'Holstebro. D'entrée de jeu, les coéquipiers de Théo Deuro prennent le large. Les Danois sont dépassés et ne pourront jamais revenir dans le match. Score final 35-25, les Violets terminent avec 10 buts d'écart et en profitent pour prendre la tête du groupe D de Ligue des Champions avant de se rendre le week-end prochain à Bucarest. Les handballeuses du NLA ont assuré l'essentiel en l'emportant d'un but face à Debrecen samedi. Le match retour s'annonce toutefois compliqué. C'est un pénalty qui vaut de l'or. En inscrivant son 11e but de la soirée, Malin Holta permet au NLA de remporter la première manche de son duel face à Debrecen. Les supporters hongrois sont pour la première fois de la soirée sans voix et les Roses peuvent partager leur joie avec le public de la Trocardière.
Il fallait absolument qu'on réponde présente. Je pense que voilà, on a montré un beau match, un beau combat à nos supporters. Car c'est à une véritable ambiance de Coupe d'Europe que les filles du NLA ont eu droit, avec un public de la Trocardière conscient que l'adversaire du soir n'est pas le premier venu. Et tout au long du match, c'est un duel âpre et serré que les deux équipes se livrent. Emmenées par une Malinolta survoltée, les handballeuses nantaises font la course en tête en première mi-temps, avant de voir la machine hongroise se remettre en route. Au final, les Nantaises n'arrivent pas à creuser l'écart et sont toutes proches de voir la victoire s'envoler en fin de match. C'était une bataille. C'était comme prévu, un match très dur physiquement. Mais je pense que les joueuses ont répondu présent. Donc il faut les féliciter pour la victoire. La foule sur les pontons du Vendée Globe. Dès ce week-end, ils étaient nombreux à assister à l'inauguration du village de la course, à l'occasion d'aller à la rencontre des skippers déjà présents au Sables d'Olonne, une effervescence qui a le don de booster les navigateurs. Ça nous réconforte, quoi. Voilà, on s'est battu pendant des mois, c'est notre moment de victoire en fait, et de voir le nombre de personnes qui viennent voir les bateaux, qui nous arrêtent pour nous poser des questions, qui sont en fait comme des enfants, parce que c'est un peu ça. C'est génial, franchement c'est magique, c'est un moment magique en tout cas dans la vie d'un skipper. C'est plutôt sympathique en tout cas d'être avec les sablés, et puis voilà, le public qui vient voir les bateaux, c'est chouette de pouvoir passer un peu de temps avec eux et puis de partager notre passion, notre monde. Il n'y a pas de course comme ça au Japon, donc je suis impressionné par tout le monde qu'il y a. Je veux m'imprégner de ça pour pouvoir un jour avoir une course comme ça au Japon. Je vais être en solo pendant 3 mois. Évidemment, faire un petit bain de foule du début, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On n'est pas des hommes de scène quelque part. Le départ du Vendée Globe sera donné dans moins de 3 semaines, le 6 novembre, des Sables d'Olonne. La vraie histoire du sauvage blanc, c'est le titre de l'ouvrage que Thomas Duranteau a consacré à Narcisse Pelletier, un marin vendéen au parcours hors du commun. La vie de Narcisse Pelletier, elle se résume à la vie d'un jeune mousse vendéen qui a pris la mer très jeune, qui s'est retrouvé à 14 ans, suite à l'échouage de son navire, à être abandonné en Australie, au nord-est de l'Australie, sur la péninsule de Cap York, et à vivre 17 ans, à être obligé de s'adapter à une vie qui était complètement différente, à vivre 17 ans parmi un groupe aborigène, les Wantala, et à être récupéré à un moment donné de force par un navire anglais qui le découvre en Australie et qui le ramène de force en France, où il va devoir se réhabituer à une vie qui est un monde qui n'est plus vraiment le sien, ce monde européen, et où il va donc terminer sa vie à Saint-Nazaire en gardien de phare, puis en personne travaillant au port de Saint-Nazaire. L'histoire de Narcisse Pelletier, je la connais depuis que je suis tout petit, puisque mes parents sont originaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'où était originaire Narcisse Pelletier. Et en fait, mon grand-père, qui était marin-pêcheur, racontait que son propre grand-père, donc mon arrière-arrière-grand-père, était présent au moment du retour de Narcisse Pelletier en 1876 à Saint-Gilles. Et donc il y a une histoire qui est restée dans le cadre familial, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à bercer d'une certaine manière mon enfance. Et donc cette histoire, je la connais depuis très longtemps, et j'ai eu envie d'avoir à en savoir un peu plus, à creuser un petit peu plus cette histoire. Alors ce livre, il y a une histoire qui est en même temps qui est assez longue, parce que ça a été voilà, un temps de recherche autour de ce personnage. Et puis il y a eu la volonté de revenir aux sources en fait. Donc plus que la volonté d'avoir à réécrire l'histoire de Narcisse, ça a été la volonté de redonner au maximum les sources qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'histoire de Narcisse Pelletier. Et entre autres, la source principale, c'est un texte qui a été publié dès 1876, dès l'année de son retour, un texte écrit par Constant Merlan,
qui est un médecin qui vient voir Narcisse et lui propose d'écrire son histoire, au départ dans la volonté aussi d'avoir à lui rapporter un peu d'argent, parce que il revient, il n'a plus grand-chose, donc c'était dans cette optique-là. Et puis ils vont donc publier cet ouvrage. Alors c'est écrit par Constant Merlan, mais à partir du témoignage de Narcisse Pelletier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, une grande partie certainement de ce témoignage, et puis en même temps le regard aussi de Constant Merlan là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la source principale, qui est le premier livre anthropologique sur cette zone de l'Australie qu'on est, et sur ces peuples aborigènes. Donc il y a une source importante au niveau anthropologique. Et puis l'ensemble des documents qu'il y a pu avoir, c'est-à-dire tous les articles de presse qui ont pu être publiés en Australie et en France au moment de son retour, et les quelques documents directs qu'on peut avoir, des photos qui ont été prises en Australie puis à son retour, et également des sources qu'on a pu retrouver dans la famille de Narcisse Pelletier. Alors c'est un livre d'histoire, et en même temps c'est autre chose, c'est-à-dire ça se veut vraiment un livre par fragments, c'est-à-dire le but c'était pas d'avoir une approche seulement universitaire et difficile ou qui serait limitée aux anthropologues sur cette histoire-là, mais véritablement d'avoir à reprendre cette histoire donc à partir de la réédition du livre de Constant Merlan, et en y ajoutant des petits fragments comme ça de lettres, d'articles, des photos d'anthropologues qui ont circulé dans la zone quelques années après, donc pour essayer vraiment de rendre vivant cette histoire. Le but, c'est de mettre en valeur les images. Donc il y a un travail à partir de photos actuelles de la zone où a été Narcisse, et puis des photos d'anthropologues qui ont circulé dans la zone dans les années en gros 1920. Et puis, en plus de cela, pour pouvoir toujours dans la volonté de donner un peu corps et vie à cet ouvrage, j'ai réalisé un certain nombre d'illustrations qui se voulaient fidèles aussi au travail historique et anthropologique qu'on a pu faire, mais en y apportant cette part un peu d'images qui pouvaient permettre au lecteur aussi de rentrer plus facilement dans cette histoire.